Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. Va-t-on se parler à nouveau aujourd'hui entre Américains et Iraniens à Islamabad au Pakistan, 10 jours après l'échec d'un premier round? La Maison-Blanche affirme que J.D. Vance est prêt à monter dans l'avion, mais Téhéran ne confirme rien du tout. La République islamique fait de la levée du blocus américain dans le détroit d'Ormuz un prérequis à toute discussion. En Bulgarie, l'ancien président Roumen Radev devrait devenir Premier ministre. Son parti a remporté les législatives, une campagne axée sur un rapprochement avec la Russie, mais aussi sur la lutte contre la corruption. Et puis Bruno Retailleau sera-t-il ici en France le candidat des Républicains pour la présidentielle de 2027 ? Les adhérents du parti sont pour, ils l'ont désigné officiellement ce dimanche par vote. En revanche, les caciques du parti ou de la droite républicaine ne sont pas tous forcément d'accord. On y reviendra dans le détail dans le journal de 11h. Mais aujourd'hui, dans Parlons-en, on va revenir et s'arrêter sur la situation au Moyen-Orient. Il y a tant d'incertitudes en ce début de semaine, 7 semaines après le déclenchement de l'opération américano-israélienne Epic Fury, qu'il faut prendre le temps de s'y arrêter. Alors que la trêve entre Washington et Téhéran arrive à expiration officiellement dans quelques heures, que celle au Liban ne tient pas et on y reviendra largement. La loi des armes est-elle décidément la plus forte? Aura-t-elle changé des équilibres et permis de s'attaquer frontalement à des nœuds structurels? Question posée à mes invités Dorothée Schmitt et Fouad Kourielou. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Dorothée Schmitt. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau, spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie. Vous êtes responsable du programme Moyen-Orient à l'IFRI. Bonjour Fouad Kourielou. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes analyste politique, ancien directeur du grand quotidien libanais francophone L'Orient le Jour. Je signale l'une de vos dernières publications, Liban, état de survie, qui est sortie aux éditions Max Milo. Cette question donc, en ce lundi matin, les Iraniens seront-ils dans quelques heures à Islamabad pour tenter de discuter à nouveau avec les Américains? J.D. Vance s'apprêterait à décoller, dit la Maison-Blanche, pour la capitale pakistanaise, mais la République islamique joue la montre. Pas de confirmation donc de la tenue de ces discussions côté iranien, alors que les pourparlers sont censés donc reprendre. La priorité de la République islamique, c'est la levée du blocus américain du détroit d'Ormuz. L'Iran promet une réponse militaire après l'arraisonnement de l'un de ses cargos par la marine américaine ce week-end. On va écouter la correspondance de Téhéran de Siavash Ghazi et on en reparle juste après. Pour l'instant, c'est l'incertitude, puisque les responsables iraniens affirment qu'il n'est pas question d'aller au Pakistan participer aux négociations tant que ce blocus américain n'aura pas été levé. La télévision d'État, citant une source informée, a même affirmé que les Américains avaient violé le cessez-le-feu avec l'attaque contre ce navire marchand iranien. Et ensuite, les menaces proférées par Donald Trump empêchent donc la reprise des négociations. Et tant que tout cela, toutes ces questions ne seront pas réglées, pas question de reprendre les négociations. Donc, on est pour l'instant dans cette situation, mais on sait en même temps qu'il y a des tractations très importantes à l'heure actuelle entre Iraniens, Pakistanais, mais aussi des responsables d'autres pays. On sait que, par exemple, le Premier ministre pakistanais a appelé des responsables saoudiens, qataris et turcs pour essayer de trouver un terrain d'entente pour que l'Iran envoie finalement une délégation à Islamabad. Mais dans le même temps, l'Iran dit que l'attaque contre ce navire et le maintien du blocus, ce sont deux questions qui empêchent la reprise des négociations, tout en affirmant qu'un super pétrolier iranien avait traversé le blocus américain, était donc en mer d'Oman, et que l'Iran allait réagir très fortement contre les navires militaires américains. L'agence Tasnim dit même que des drones d'attaque ont visé plusieurs navires militaires américains dans la partie nord de l'océan Indien, une information qui n'a pas été pour l'instant confirmée côté officiel. Si les Iraniens à Siavash ne vont pas à Islamabad ou si ces discussions ont eu lieu mais se soldent par un échec, le cessez-le-feu est censé expirer mercredi. Est-ce qu'on se dirigerait vers une reprise des opérations militaires américaines et israéliennes contre l'Iran ? C'est une possibilité. L'Iran évoque également, les responsables iraniens évoquent cette possibilité. À l'instant même, l'agence Tasnim vient de dire que l'Iran est proche des gardiens de la révolution, vient de dire que l'Iran est prêt pour une reprise de la guerre et que cette fois-ci, la guerre
va s'étendre non seulement dans le détroit d'Ormuz, en territoire iranien, dans le Golfe Persique, mais aussi dans le détroit de Bab el-Mandeb, également des installations pétrolières saoudiennes, Aramco, ou le port d'Al-Fajira, donc aux Émirats arabes unis. Donc c'est des menaces très claires de la part de Téhéran. Téhéran dit que dans la mesure où, selon Téhéran, ce sont les Iraniens qui ont remporté la guerre de 40 jours, il n'est pas question de céder face aux pressions américaines et aux demandes que Téhéran estime jusqu'au boutiste. Voilà, et à l'instant, le porte-parole de la République islamique estime, je cite, que les propositions américaines manquent de sérieux. Il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer autour de ce détroit d'Ormuz, Dorothée Schmidt, qui n'était pas un enjeu avant le début de l'opération américano-israélienne le 28 février dernier. On sent bien que l'attention est portée sur ce détroit. Mais si les blocages tant américains qu'iraniens viennent à être abandonnés à l'issue d'éventuelles tractations, en réalité, on n'aura pas avancé d'un iota sur le fond du sujet. D'abord, dire que le détroit d'Ormuz n'est pas un enjeu, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, c'est vraiment le lieu sur lequel tous les géopolitistes avaient le nez pour dire voilà un point de blocage possible, et ce blocage aurait des conséquences extrêmement graves pour l'économie mondiale. Il n'était pas un but de guerre, je veux dire. C'est ce qui s'est matérialisé. Oui, c'est ça. Mais sauf que les objectifs de guerre sont pas très clairs. Tous les jours, en réalité, on a un recalibrage, en tout cas rhétorique, des objectifs de guerre américains. Ce que je trouve assez intéressant, d'ailleurs, quand on le compare à ce que disent les Israéliens, c'est que souvent Donald Trump part un peu dans tous les sens et derrière Netanyahou recadre avec des objectifs chiffrés en disant voilà, nous on a fait tant de choses par rapport à ce qu'on avait précisé au départ. Donc en réalité on est quand même dans un flou assez complet, puisqu'il y a encore 10 jours on pensait qu'il y aurait une opération terrestre américaine en Iran. Apparemment pour le moment c'est écarté, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Ce qui est important à mon sens là, c'est qu'on est dans cette question d'un rapport de force avec des États-Unis qui veulent une négociation diplomatique forcée. Et c'est la même chose qui se passe sur le Liban aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils veulent négocier uniquement de façon à obtenir une reddition complète, en réalité, de leur adversaire. Et les Iraniens n'accepteraient de retourner à une négociation que s'ils considèrent qu'ils ont regagné un peu d'atout, finalement, dans ce rapport de force. Et c'était le cas avec cette impasse dans laquelle ils avaient mis les Américains en disant, voilà, nous, on lève le blocus. C'est les Américains qui bloquent. Ils avaient pris Trump à son propre piège. Ce week-end, levée du blocus qui n'a donc pas duré. Mais encore une fois, si Donald Trump obtient d'une façon ou d'une autre la levée du blocus iranien sur le détroit d'Ormuz, qui est la conséquence de l'offensive américaine sur l'Iran, non pas qu'effectivement ce ne soit pas un enjeu stratégique de la planète, mais on n'aura pas beaucoup avancé. Donald Trump le présentera comme une victoire, et après quoi ? Effectivement, surtout que le détroit d'Ormuz reste quand même la carte maîtresse de l'Iran aujourd'hui. Mais je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il existe toujours, en forçant un peu le trait, est-ce qu'il y a toujours une république islamique en Iran ou des républiques islamiques ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un problème de scission ou de perte du barycentre du pouvoir, si on peut dire. À savoir que autant avec les frappes que les États-Unis ont faites sur l'Iran, autant avec une milice comme le Hezbollah, si vous décapitez cette milice, vous pouvez avoir les pasdaran qui reviennent au bout de quelques semaines ou quelques mois, qui réorganisent le Hezbollah sur base de cellules un peu indépendantes, donc un système de guérilla, et c'est ce qui s'est passé. Le Hezbollah est passé d'une armée organisée à une guérilla avec des cellules multiples. Autant si vous faites ça avec un État central, eh bien cet État central, il peut se scinder, ou en tout cas les centres de pouvoir peuvent se scinder, et là ça donne toute la problématique de je négocie avec qui et sur quoi, et qui peut s'engager à quoi. Je pense qu'il ne faut pas négliger cet élément-là, surtout s'il y a une reprise des affrontements. Aujourd'hui, on en a vu les prémices avec le ministre des Affaires étrangères iranien, Arakchi, qui déclare quelque chose, et dans l'heure qui suit, ou dans la journée qui suit, il est contredit dans les discours et dans les faits par d'autres branches de l'État, par les gardiens de la Révolution, tout simplement. Et il est même traité de traître, il est qualifié de traître dans la conversation intérieure iranienne et même par des fuites médiatiques. Donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui l'Iran avance toujours d'un même ordre vers la négociation ? Je crois que c'est cette question-là qui est un peu au centre de ce qui
de ce que se disent les Américains et leurs alliés, les alliés des Américains autour d'eux, à savoir jusqu'où il faut ne pas taper trop fort sur l'Iran pour ne pas qu'il s'effondre. Parce que si l'Iran s'effondre, et on a de la difficulté à l'imaginer parce que c'est un État multiséculaire, mais c'est un État hétérogène, formé de 40 à 50% de populations qui ne sont pas farcies. Alors là, vous vous retrouvez avec un Kurdistan iranien, ça ne va pas plaire aux Turcs. Vous vous retrouvez avec un Balouchistan iranien, ça ne va pas plaire aux Pakistanais. Et vous vous retrouvez avec un Arabistan, la province de Ahwaz, qui est une province pétrolière, et ça ne va pas plaire aux Saoudiens, qui ont au nord-est de l'Arabie saoudite 5 millions de chiites qui vivent sur les réserves pétrolières de l'Arabie qui sont en bordure de l'Iran. Donc, si l'Iran sombre dans le chaos, si on tape trop fort sur l'Iran et qu'il sombre dans le chaos, c'est tout le pourtour qui va être affecté. Et c'est pourquoi vous avez des réunions depuis plusieurs semaines, une coordination entre le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite et même l'Égypte, pour encore d'autres considérations qui sont liées à la bande de Gaza aussi et je dirais au panorama plus général de la région. Donc, ces 4 puissances qui sont les 4 alliés sunnites des États-Unis dans la région, qui essayent de faire la coordination. Et comme a dit Madame, c'est effectivement la demande américaine, elle est assez claire. C'est une reddition. Ils demandent à ce que les Iraniens, à minima, soient comme les Turcs. La Turquie, c'est exactement la même chose que l'Iran. C'est un pays qui ressemble énormément. Vous regardez, c'est un pays de la même taille, un régime qui a quand même une idéologie, en tout cas le parti au pouvoir a une idéologie islamiste affirmée. C'est un régime qui a des ambitions régionales très claires, qui a même des troupes, qui a des bases militaires, dont au Qatar, qui a un programme nucléaire civil géré par la Russie, qui a un programme nucléaire militaire, mais géré par les États-Unis, mais qui est surtout membre de l'OTAN. Donc, ce qui est demandé à l'Iran, c'est ça. Alors, les 3 conditions que les Américains demandaient à l'Iran depuis 20 ans, qui étaient le nucléaire, le balistique et les missiles, c'était compliqué au régime iranien de les céder diplomatiquement. La question, c'est est-ce que les Américains ont décidé de les imposer par la voie militaire? Et une fois qu'ils les ont imposés par la voie militaire, ils disent aux Iraniens, maintenant je négocie ta survie. On va y venir sur les termes auxquels tiennent pour l'instant les Américains. Dorothée Schmitt, là-dessus, sur ce que vient de dire Fouad Kourioulou, c'est un peu contre-intuitif, cette éventualité de scission au sein de l'appareil d'État de la République islamique, parce que le narratif iranien, après ce qu'on appelle désormais, en tout cas ce que la République islamique appelle la guerre des 40 jours, c'est que l'Iran estime ne pas avoir perdu la guerre et se tenir droit, et dans le rapport de force que vous évoquiez tout à l'heure, en sortir plutôt. Bien sûr, ses capacités ont été très, très, très affaiblies, mais il est toujours là, ce régime. Je pense que ce que disait monsieur, c'est qu'il évoquait la possibilité d'un éclatement territorial de l'Iran. Effectivement, c'est un grand pays qui est tenu d'une main de fer, mais qui a des dynamiques de séparatisme ou de quasi-séparatisme possible. Et effectivement, qui inquiète tous ses voisins. Ce que je trouve très important dans ce qu'on vient de dire, et qu'il faut qu'on se mette dans la tête, je crois, quand on est européen, c'est que toute la négociation qu'on a eue avec la négociation diplomatique qu'on a eue avec l'Iran, qui a abouti à cet accord-cadre en 2015, c'est une négociation qui se passe entre l'Iran et l'Occident au sens large, avec quand même, évidemment, un appui très important des Russes et des Chinois à l'époque pour parvenir à un accord. Mais ce n'est pas une négociation qui impliquait toutes ces puissances régionales dont on vient de parler et dont on vient de dire qu'elles ont un intérêt très fort à maintenir l'intégrité territoriale de l'Iran. L'Iran va rester. La question est de savoir avec quel Iran on va travailler. Pour le moment, le régime iranien tel qu'il est se maintient. Alors, moi, je ne sais pas très bien ce qu'il en est de l'affaiblissement interne de cette organisation. Si vous le comparez à la Turquie, par exemple, qui, à mon avis, est une comparaison qui est un peu exagérée, mais il y a quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est l'idée de contre-pouvoir interne. C'est qu'on a plusieurs pouvoirs, en réalité, qui tiennent l'État ensemble. C'est des États très forts, mais avec des factions, des niveaux d'institutions qui interagissent d'une façon qui est assez opaque pour l'extérieur. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que toutes les puissances régionales ont peur d'un éclatement de l'Iran, ou en tout cas d'un affaiblissement du régime qui va amener une forme d'État failli iranien, un peu à ce qu'on a eu à l'irakienne dans le passé. Ça serait des conséquences extrêmement importantes aussi, évidemment, à l'échelle internationale, sur le marché du pétrole, le marché du gaz, qui est tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Mais ça toucherait aussi à la stabilité possible de l'Asie centrale,
du Pakistan, de la Chine, enfin du sous-continent indien, de la Chine, et donc il faut que toutes ces puissances reviennent dans le jeu. Et il y a un acteur que vous avez mentionné qui est le Qatar, qui était plutôt en sous-régime diplomatique, je dirais, parce qu'ils ont pris beaucoup de frappes iraniennes, ils ont vraiment été très touchés matériellement, ils ont pris aussi des frappes israéliennes, donc le pays est pas tellement en état de se mettre en avant diplomatiquement, sauf que là, il faut qu'ils reviennent dans le jeu parce qu'ils partagent avec l'Iran South Pars, ce fameux énorme gisement qui représente 20% du gaz mondial. Donc effectivement, l'Égypte, pour le moment, elle est un petit peu moins concernée par la négo régionale dans le voisinage de l'Iran. Mais sur la stabilisation du Moyen-Orient dans son ensemble, c'est aussi très important de voir l'Égypte revenir parce qu'elle avait été incapacitée par Gaza. Parce que les Israéliens avaient réussi à la tenir à l'écart des choses. Donc là, ce qui se joue aussi, c'est la séparation des théâtres. C'est-à-dire l'Iran d'un côté, le Levant de l'autre. Et on va certainement y revenir quand on va parler du Liban. Ouais. On va revenir sur le front libanais, bien sûr. Imaginons que les Iraniens... d'ailleurs, à ce propos, les spécialistes de l'Iran disent quand même qu'il y a quelque chose qui est net après les 40 jours. La guerre des 40 jours, c'est que les gardiens de la Révolution ont quand même... élargit encore un peu plus leur pouvoir et leur mainmise sur l'appareil de la République islamique. Voilà pour la précision. Imaginons que les Iraniens, qui ce soit qu'ils représentent au sein de la République islamique, aillent tout à l'heure, demain, à Islamabad, au Pakistan. On a évoqué le détroit d'Ormuz, mais qui serait une victoire à la Pyrrhus et assez court-termiste si les Américains parviennent à débloquer le détroit. De quoi va-t-on se parler ? Très concrètement, et sur quoi pourrait-on avancer, sachant qu'il y a 10 jours, on n'y est pas parvenu, qu'il a fallu des années pour obtenir l'accord de Genève, que les États-Unis ont quitté avec fracas, on s'en souvient. Je dirais que sur les 3 exigences initiales, mis à part le détroit d'Ormuz... Donc le proxy, le balistique et le nucléaire. Voilà. Le nucléaire, c'est non négociable pour les Américains. Il faut savoir quand même que le nucléaire, vous savez, avec de l'uranium enrichi à 60%, vous pouvez fabriquer une bombe nucléaire. Mais qu'est-ce qui est non négociable ? Parce qu'on a entendu, là encore, on parlait des fluctuations de l'administration américaine, on a entendu, pas tout et son contraire, mais une ligne un peu mouvante sur la question. Est-ce que les Américains sont enclins aujourd'hui, sont prêts à autoriser un nucléaire civil en Iran ? Il y a eu des contradictions sur cette ligne-là. Effectivement. Alors, je crois qu'il y a 2 façons d'aborder le sujet. Soit on peut l'aborder dans le détail et regarder chaque dossier, soit on peut l'aborder dans l'ensemble. Moi, si on veut le prendre dans l'ensemble, je dirais que autant la demande américaine donc pour l'Iran de céder sur ces 3 dossiers était non négociable par la voie diplomatique, autant si ce qu'ont essayé de faire les Américains par cette guerre, c'est imposer ces 3 demandes par la voie militaire. C'est-à-dire militairement détruire le programme iranien, militairement détruire dans une large mesure le programme de missiles balistiques, mais ensuite en faire de même avec les alliés, et en particulier le Hezbollah, et ce n'est pour l'instant pas fini. Donc la question c'est, est-ce qu'en fait, ce régime iranien-là, donc, qui a été largement décapité, vu sa nature idéologique, est-ce qu'il était en mesure de négocier sur ces 3 points, de céder sur ces 3 points sans chuter en interne ? Et s'il ne l'était pas, ça donnait un blocage, lequel blocage a duré pendant des années. Aujourd'hui, maintenant que les Américains ont tenté d'imposer cela par la voie militaire, est-ce qu'ils vont être contraints d'aller jusqu'au bout, ou est-ce que ce régime iranien, dans son évolution actuelle, peut lui céder en recalibrant son discours, c'est-à-dire en disant à sa population, nous avons été soumis à une guerre très dure, nous avons tenu. Rien que le fait que nous ayons pu tenir nous permet de négocier sur ces différents éléments et de céder sur le nucléaire, sur les alliés locaux et probablement pas sur le balistique. Mais dans ce cas, la question, c'est en fait sur quoi on va s'entendre. Encore une fois, si, imaginons, prenant un cas extrême, si le régime iranien, avec armes et bagages, se transporte dans le camp occidental, là, il peut tout faire. Probablement, il ne pourra pas avoir des alliés locaux, en tout cas de la même manière que le Hezbollah faisait contre Israël, ça, ce ne sera pas possible. Mais il pourrait avoir un programme de missiles balistiques, tellement de pays en ont. Il pourrait avoir un programme nucléaire civil, tellement de pays en ont. Sachant que c'est l'enrichissement de l'uranium qui est une demande iranienne. C'est la demande nationale iranienne depuis les années 50, c'est l'enrichissement de l'uranium. Mais est-ce que peuvent décaler ça. Donc, je dirais que je reviens au point initial. Je pense que la vraie problématique, ce n'est
pas seulement les éléments qu'on négocie, c'est qui est en train de négocier. C'est qu'il faut absolument qu'il se dégage un leadership iranien capable de faire un deal avec les Américains. En tout cas, pour l'instant, sur le nucléaire, alors autant la position américaine et demandes américaines ont un peu fluctué sur la question de l'autorisation ou non d'un programme militaire, d'un programme nucléaire civil. Jusqu'ici, me semble-t-il, les Iraniens sont assez fermes sur leur ligne. Et à l'instant, le porte-parole, toujours le même iranien, affirme que bouger le fameux stock d'uranium dont on parle depuis 2 mois hors d'Iran, il n'en a jamais été question. On va en reparler dans un instant, mais d'abord, les enjeux j'attaque le micro. Les enjeux autour de ces discussions sur le nucléaire, c'est Mark Pope qui nous les raconte en images. À en croire la Maison-Blanche, un accord de paix est tout proche d'être signé avec l'Iran. La question cruciale du nucléaire iranien, jusqu'ici pierre d'achoppement des négociations, aurait même été résolue. Il est très important que l'Iran ne dispose pas d'armes nucléaires et ils l'ont accepté. L'Iran a accepté et ils l'ont accepté de manière très forte. Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire enfouie profondément sous terre en raison de l'attaque que nous avons menée avec nos bombardiers B-2. Donc nous sommes en accord sur beaucoup de choses avec l'Iran et je pense que quelque chose de très positif va se produire. Donald Trump fait référence à l'uranium entreposé par l'Iran dans ses souterrains, notamment près d'Ispahan, bombardé en juin 2025 par les États-Unis. Mais au-delà des effets d'annonce, la réalité est tout autre. Téhéran reconnaît que des avancées ont bien été réalisées, mais que les désaccords sont encore importants concernant la question du nucléaire. L'uranium enrichi de l'Iran ne sera transféré nulle part. Tout aussi important et sacré que le sol iranien l'est pour nous, cette question l'est également. Le transfert de l'uranium enrichi de l'Iran vers les États-Unis n'a jamais été évoqué dans les négociations. Selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avant les frappes, l'Iran disposait d'environ 440 kg d'uranium enrichi à 60% et 1000 kg d'uranium enrichi à 20%. Téhéran nie toujours vouloir se doter de la bombe atomique et défend son droit au nucléaire civil. Dorothée Schmidt, quand la République islamique dit le stock d'uranium ne sera transféré nulle part, est-ce qu'avec une phrase pareille, ça ne rend pas parfaitement nul et non avenu toute forme de discussion avec les Américains ? D'abord, on n'est pas obligé de croire que ça va vraiment, que cette déclaration a des implications concrètes et que c'est vraiment ça qui va se passer. On est quand même dans un jeu de dupes, on est dans un jeu de bluff mutuel. Je vous rappelle qu'à l'issue de la guerre de juin 2025, on avait des Américains qui nous disaient qu'ils s'étaient débarrassés de cet uranium, puis qui après ont plus ou moins admis qu'ils l'avaient perdu. Donc on ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe vraiment sur ce terrain-là. Je crois que ce qui est vrai, c'est que c'est devenu ça, l'os, puisqu'effectivement, sur le balistique, les Américains considèrent qu'ils ont détruit beaucoup de missiles iraniens, beaucoup de capacités iraniennes. Sur les proxys, on l'a dit, maintenant le gros enjeu c'est le Hezbollah. Il ne faut quand même pas oublier l'Irak, où on a eu la surprise, c'est à moitié une surprise, mais quand même, les milices chiites qui sont venus mettre sous pression les intérêts occidentaux très fortement, avec y compris un militaire français qui est mort. Les Houthis qui menacent aussi de bloquer Bab el-Mandeb, ce qui serait là vraiment une catastrophe aussi pour l'Arabie Saoudite, qui jusqu'à présent s'en tire mieux. Donc on n'est pas tout à fait sorti de la question des proxies, mais c'est vrai que Donald Trump cherche une voie de sortie qui préserve, qui sauve la face aussi aux États-Unis, parce qu'il a ses élections, mais qui sauve la face aussi plus largement sur l'image des États-Unis dans le monde. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que là, on est à la fois dans une démonstration de puissance militaire américaine incroyable, énorme. Personne ne pourrait faire ce qu'ils ont fait. S'ils s'arrêtent, les Israéliens ne pourront pas continuer sur l'Iran tout seuls. Donc on a une énorme démonstration de force. Mais diplomatiquement, ils perdent quand même le combat, puisque sur Hormuz, si on revient une seconde sur votre question qui était... Hormuz n'était pas l'enjeu principal. Ce qui est devenu l'enjeu principal pour les États-Unis, c'est d'arriver à aligner des alliés derrière eux pour soutenir leur position sur Hormuz. Et ils ont totalement échoué là-dessus. Ils sont allés chercher tous leurs alliés. Ils sont allés chercher l'OTAN, ils sont allés chercher les Européens un par un, ils sont allés chercher leurs alliés en Asie. Et ils n'ont pas réussi à trouver un fonctionnement
consensuel sur cette question d'Ormuz, parce que tout le monde leur a dit vous avez déclenché la guerre, ce n'est pas notre guerre, on en subit les conséquences. Et on arrive à ce format diplomatique franco-britannique de vendredi dernier qui rassemble une 50aine de pays qui disent ah non mais nous ce qu'on veut c'est plus la guerre, cesser le feu, et après on verra comment on s'organise, parce qu'on veut pas prendre des frappes iraniennes. Nous on veut pas prendre le risque d'entrer en guerre avec l'Iran. On n'est pas belligérant avec l'Iran alors qu'on est tout près de l'être. Oui, je pense que diplomatiquement c'est quelque chose qui montre quand même un recalibrage de la puissance américaine qui est très important, y compris en Asie-Pacifique. J'insiste encore sur le déplacement des enjeux géopolitiques mondiaux de ce dossier vers l'Asie. On y a consacré une émission la semaine dernière, pendant que le monde s'intéresse à les yeux rivés sur le Moyen-Orient. Il y a effectivement tout un champ laissé libre, alors qu'il est la priorité de la stratégie à l'étranger américaine. Pour en revenir au Moyen-Orient, officiellement le cessez-le-feu, et on fait attention puisque Donald Trump est passé maître en l'art d'être pour le coup maître des horloges. Il fixe ses propres ultimatums et puis on court un peu derrière d'une certaine façon, mais disons que la trêve est censée expirer dans la nuit de mardi à mercredi. Siavash Ghazi nous disait tout à l'heure que les Iraniens étaient prêts, en tout cas la République islamique et clairement pas les civils iraniens, à ce que la guerre reprenne. Et le président américain de menacer à nouveau de cibler des installations civiles iraniennes. Les États-Unis détruiront toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran. Fini de jouer les gentils, a dit ce week-end le président américain. Oui, c'est le signe de son impuissance, de son échec. C'est surtout une stratégie qu'il a adoptée depuis le début, qui consiste à monopoliser le paysage médiatique. Il dit plusieurs choses, et chaque chose est son contraire, et ça lui permet d'occuper le terrain en permanence, et donc, comme vous le dites, de fixer l'agenda, en tout cas de pouvoir revendiquer en permanence l'issue du conflit, quelle qu'elle soit, mais surtout de ne pas laisser un autre discours apparaître, et notamment sur le plan politique interne aux États-Unis. C'est une manière de continuer de tenir l'initiative, et je pense qu'il fait ça dans tout. Là, on en voit la démonstration sur le dossier iranien de manière très, très frappante, parce que l'issue n'est pas claire. Mais les Iraniens font la même chose aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils soufflent le chaud et le froid, et les Iraniens en font de même. La question, c'est est-ce que, en tout cas, à mon sens, la question, c'est est-ce que les Iraniens le font de manière coordonnée et dans une stratégie qui est très anglaise et décidée, c'est une stratégie de négociation qui est de souffler le chaud et le froid aussi, ou bien est-ce que ça dénonce, ça montre des débuts de différends internes ou de scissions internes. Mais ça, de toute manière, ça va apparaître rapidement, ça ne peut pas perdurer très longtemps. Je crois que au-delà des discours, il y a quand même une concentration de forces américaines. Les Américains ont envoyé des troupes supplémentaires depuis 10 jours, 2 semaines, donc ils se sont placés en position d'attaquer. Ils n'ont absolument pas envie de le faire. Trump n'a absolument pas envie de se lancer dans une bataille qui pourrait le mener à je dirais, un enlisement à la veille des élections. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que perdre sur le terrain iranien aujourd'hui, perdre la face de manière trop visible, coûterait beaucoup trop cher aux États-Unis. Donc, est-ce que s'ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils veulent, est-ce qu'ils sont prêts à exécuter la menace de Trump qui est de détruire le pays ? S'ils sont placés dans un dilemme qui est soit je perds la face et ça aura un coût extrême, on parlait de l'Asie et de la Chine, donc ça a un coût extrême pour eux d'être obligés de perdre la main en fait sur le dossier, notamment le dossier d'Ormuz, ou de devoir détruire le pays. Si on arrive à ce choix-là, je crois que ce sera une inflexion très dangereuse et ce serait dramatique. Donald Trump, qui est attendu d'ailleurs en Chine à la mi-mai, ouais. Il se pose en ces termes. Les deux options sont celles-ci, perdre la face dans son pays ou détruire un autre pays, réellement ? Oui, je crois que c'est assez juste. Alors, on se pose beaucoup de questions d'ailleurs sur la rencontre avec Xi Jinping. C'est pas du tout évident qu'elle ait lieu, puisque la précédente elle a été repoussée une première fois à cause de l'offensive américaine sur l'Iran. Effectivement, on arrive à... On a beaucoup de choses qui sont inédites, je pense, dans cette attaque américaine, dont on nous dit qu'elle a été très bien planifiée, et finalement son déroulement militaire nous donne l'impression d'une certaine forme d'amateurisme, parce que malgré tout ce qui se passe était un peu prévisible.
Une des explications, c'est la désorganisation de l'armée américaine parce que Donald Trump a purgé beaucoup, donc il ne veut pas écouter les voix dissidentes. Mais il est très sensible à cette idée que son image à lui, comme on le disait, va être affectée par ça. Donc, c'est vrai que quand il menace de déchaîner le feu du ciel, de détruire cette civilisation millénaire et allez, l'Iran n'existera plus, parfois on se demande s'il ne faut pas le prendre au mot, effectivement. Et c'est là que ça devient absolument glaçant, parce que effectivement, on a de plus en plus de troupes américaines qui sont massées. Or, il y a 10 jours, quand on se demandait si on aurait une offensive terrestre, tout le monde disait évidemment, il y a tellement de types qui sont déployés là-bas, il faut qu'ils servent à quelque chose. Et les précédents étaient que quand on a eu une préparation de forces militaires, effectivement, on a eu ensuite un épisode militaire. Maintenant, Donald Trump, quand on dit qu'il souffle le chaud et le froid, effectivement, il bluffe. Comme on a l'impression d'être à une table de casino, donc il nous dit cessez le feu, deadline, puis finalement notre deadline 3 jours de plus. Bon, donc on peut très bien se retrouver avec une extension des deadlines si il a l'impression qu'en face, à un moment, sous médiation pakistanaise, le Pakistan étant le meilleur médiateur du monde d'après la Maison Blanche, s'il a l'impression qu'il y a un lieu où on va pouvoir donner l'impression que une négo s'engage avec l'Iran. Et ce qui est fascinant, c'est que l'issue positive qu'on imaginait tout à l'heure, qui était un Iran qui finalement se met d'accord avec les États-Unis, qui rentre dans le jeu, qui rentre dans le camp du bien, entre guillemets. Trump a quand même un énorme atout dans sa manche, c'est les sanctions. C'est que ce que veulent les Iraniens, ce que veut le régime iranien, ce que veut la population iranienne, c'est une normalisation économique. C'est avoir un pays qui puisse vivre, un pays qui était vraiment non seulement sous cloche, mais là vraiment réduit à rien avec des destructions d'un niveau très important. Et quand Donald Trump a annoncé le premier cessez-le-feu, il a dit « l'Iran peut entamer sa reconstruction ». C'est quand même fascinant. Est-ce qu'il est envisageable, connaissant l'animal, Donald Trump, et sa façon je ne sais pas comment le dire, de retourner les choses en sa faveur. Est-ce qu'il est imaginable que s'il y a accord, par exemple, sur le détroit d'Ormuz, qui, je le rappelle à nouveau, n'était pas fermé avant le début de la guerre, Donald Trump en sorte en disant « bon, j'ai obtenu une grande victoire », puisqu'il le dira ainsi, c'est une certitude, les bateaux circulent à nouveau, et donc effectivement, ça y est, c'est fini, le régime, on est passé au régime numéro 3, qui est quand même, dans ses mots, un peu moins autoritaire que le régime numéro 1, et donc effectivement, lever des sanctions, etc., sans qu'on soit vraiment rentré à nouveau dans le dur, c'est-à-dire le nucléaire, les proxys, vous l'avez évoqué. On pourrait s'arrêter là ? Oui, s'il peut valider de manière crédible le fait que sur ces 3 dossiers-là, le nucléaire, les balistiques et les alliés, il a obtenu par la force ce qu'il n'avait pas pu obtenir par la négociation. Non, s'il a juste obtenu la réouverture d'un détroit d'Ormuz qui était déjà ouvert avant le début de l'invasion. Enfin, de l'attaque. Pas de l'invasion. Donc, ce ne sera pas crédible. Ce ne sera pas suffisant. Ça tiendra peut-être comme effet d'annonce pour les marchés financiers. Mais en termes d'équation locale, non, il n'aura rien obtenu de l'Iran. L'Iran sera toujours... Si l'Iran peut toujours continuer à enrichir de l'uranium et fabriquer des missiles nucléaires, la guerre va reprendre. Pour parler de l'autre front à présent, donc celui que le Hezbollah a rouvert contre Israël il y a 1 mois et demi maintenant, en soutien à la République islamique, sur ordre sans doute de la République islamique. La semaine dernière s'est achevée avec un espoir pour les Libanais, cette trêve qui n'a pas duré. Elle a été largement dénoncée de part et d'autre. L'armée israélienne a annoncé ce week-end donc avoir établi cette ligne jaune, ce sont ces termes, sur le modèle de celle qu'elle a déjà établie à Gaza et qui agit comme une démarcation avec la zone qu'elle contrôle. Est-ce qu'on s'est arrêté la semaine dernière, en tout cas il y a 48 heures, avec une éventuelle idée d'une rencontre entre des hauts responsables libanais et israéliens, ce qui serait une première à ce niveau depuis 40 ans. Cette possibilité s'éloigne un peu plus chaque minute. Moi, ce qui me frappe, c'est que le gouvernement libanais avait tendu la main à Israël. Israël a refusé la main tendue pour la négociation dans un premier temps. Donc là, cette négociation... Avant que Donald Trump ne elle est forcée par les Américains. On est dans le même cas de figure qu'à Gaza, où ce sont les Américains qui ont imposé un cessez-le-feu. Ce qui explique aussi que les cessez-le-feu tiennent pas très bien, parce qu'en réalité, la partie israélienne n'avait pas envie de s'arrêter. Et d'ailleurs, maintenant, les annonces territoriales, y compris avec des prises de gages
dans les eaux territoriales libanaises, donc aller plus loin que ce qu'on avait dans le passé, montre que c'est effectivement très fragile si on n'a pas cette énorme pression américaine. Et là, les Américains sont quand même très embarrassés d'avoir ces deux fronts diplomatiques à gérer, avec d'un côté Vance qui part en étant dans une inconnue diplomatique complète, prêt à monter dans l'avion, et en face les Iraniens qui disent que non, finalement, il n'y a pas de négociation. Et puis les Libanais qui, eux, sont convoqués à Washington et qui, eux, sont en position de faiblesse, évidemment, et qui donc sont obligés d'avaler des couleuvres, des choses très, très problématiques pour l'avenir même du Liban. Donc, est-ce qu'ils sont en capacité de résister ? Ça, je préfère laisser mon interlocuteur s'exprimer sur ça. Est-ce qu'on peut envisager dans les jours qui viennent une rencontre de très haut niveau entre un Benyamin Netanyahou et un président Aoun qui s'est dit ouvert ce week-end, prêt à faire quelque chose d'importance ? Est-ce que c'est envisageable ? Alors, le président Aoun a semblé dire de manière assez claire qu'il s'opposait à une telle rencontre parce que ça aurait un prix intérieur trop élevé. Alors, je crois qu'il faut dire deux choses là. D'une part, qu'effectivement, du point de vue israélien, cette trêve ne fait pas du tout leur affaire parce que le Hezbollah, il n'a pas des armes uniquement au sud, il a des armes dans tout le Liban, y compris au nord. Et au nord, il y a dans la plaine de la Beka et la Beka Nord, il y a des bases de missiles, enfin, pas seulement des bases de missiles, d'armement de toutes sortes, mais notamment de missiles balistiques, à partir desquels ils bombardent Israël. Donc, ils ne bombardent pas Israël à partir du sud. Là où l'armée israélienne s'est positionnée et a pris un gage territorial, ils bombardent Israël à partir de 200 km plus au nord, à l'extrême nord, à côté de la frontière syrienne. Donc, pour les Israéliens, la question, s'ils veulent faire un règlement militaire, la question, c'est il faut envahir tout le Liban, ou il faut frapper massivement tout le Liban pendant des mois pour espérer obtenir un changement de la situation. Je rappelle juste ici, entre parenthèses, que les gardiens de la révolution sont implantés au Liban et qu'ils gèrent le Hezbollah aujourd'hui, et que les bases de missiles balistiques qui sont au Liban, on ne sait pas de quels missiles il s'agit, mais si ce sont des missiles dont la portée peut aller jusqu'à 2500 km, qui est la portée maximale qu'on connaissait avant que les Iraniens ne tapent Diego Garcia, qui est à 4000 km. Donc si à partir du Liban, vous bombardez à 2500 km ou à 4000, c'est l'Europe que vous pouvez bombarder. Donc c'est une carte extrêmement forte et lourde de conséquences. Donc c'est pas seulement pour les Israéliens, c'est pour la communauté internationale. Je pense que c'est important de le dire. Maintenant, le problème, c'est quelles sont les conséquences pour le Liban de tout ça. S'il y a un accord avec les Iraniens, quel qu'il soit, qui peut changer les donnes, on peut espérer un dénouement, un début de processus, une négociation politique avec Israël et en interne avec la communauté chiite dont fait partie le Hezbollah, pour espérer un échange de concessions politiques contre des armes, quelque chose. Mais s'il n'y a pas ça, et si la situation s'enlise, alors on peut craindre l'un des deux scénarios parmi d'autres, soit qu'Israël soit tenté par une solution militaire qui serait désastreuse pour le pays, soit que le Liban, on parlait tout à l'heure d'un éclatement de l'Iran. Alors il faut être très prudent avec les mots, parce que ce ne sont pas des éclatements, c'est une hétérogénéité contrôlée, et on a ça au Liban. Et donc le risque, c'est que là, en ce moment, par exemple, on parle de Beyrouth, ville sans armes. Ça veut dire quoi, Beyrouth, ville sans armes ? Ça veut dire Beyrouth, une ville où on évacue le Hezbollah complètement et on installe l'armée libanaise. Donc en fait, c'est un début d'hétérogénéité du pays, avec des régions du pays qui relèveraient du Hezbollah et d'autres régions qui ne relèveraient pas du Hezbollah, mais d'une armée qui elle-même est soutenue à bout de bras par les Américains. Et par le Qatar financièrement. Donc là, vous vous retrouvez dans un scénario qui, à mon sens, se rapprochait de la Cisjordanie, de Mahmoud Abbas, c'est-à-dire un gouvernement qui doit tenter de réprimer les forces locales qui sont rétives. Donc ça devient très compliqué à gérer et assez hasardeux pour le pays. Il y a quelque chose de semblable sur ces deux fronts qui sont très différents, une espèce de vision au coup par coup, un peu court-termiste de la part de tous les acteurs. Demain, le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, sera à Paris, après la mort d'un casque bleu français qui a été tué, selon le Quai d'Orsay, dans une embuscade montée par le Hezbollah.
Quelle impuissance de la part des forces des Nations Unies dans ce Sud-Liban et illustration de l'impuissance de la France, alliée du Liban, même des États-Unis jusque-là avec la force de frappe israélienne. Là, vous avez un jeu international très clair aujourd'hui qui est les États-Unis et Israël contre l'ONU. Il faut vider l'ONU de tout ce qui reste, de ce qui peut fonctionner à l'ONU. Et ça concerne pas seulement les forces de maintien de la paix, ça concerne évidemment l'UNRWA sur les Palestiniens, mais aussi tous les autres programmes de l'ONU dont les États-Unis sont en train d'assécher les financements. Donc, à partir d'une vision israélienne qui était l'ONU est l'ennemi d'Israël, ce qui est quand même quelque chose d'assez paradoxal puisque c'est par l'ONU qu'Israël est né, en réalité. On a aujourd'hui cette idée du multilatéralisme de l'après-guerre qui disparaît totalement. Et d'une certaine façon, le danger pour cette vision, c'est qu'on a une autre forme de multilatéralisme qui s'organise. Et c'est ce dont on est en train de parler sur le dossier iranien. C'était la grande peur des Israéliens, finalement, de voir les points se relier entre le Pakistan, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar et l'Égypte. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une vision complètement court-termiste. Je crois que les Israéliens ont une vision assez claire de la sécurisation de leurs frontières. Ils sont en train de la poursuivre à la fois sur le territoire palestinien, sur la Syrie, sur le Liban, très clairement. C'est une vision qui implique d'avoir des États, des non-États ou des États affaiblis. Et amputés d'une partie de leur territoire. Et peut-être amputés d'une partie de leur territoire. C'est aussi une vision qui repose sur une sorte de séparation ethnique, effectivement, de séparatisme ethnique. C'est aussi ce qui se joue en Syrie avec l'appui aux Druzes, aux Alaouites, contre ce fantasme qu'on avait d'un Moyen-Orient d'après toutes les guerres qui serait enfin réconcilié. On aurait un État qui serait un État civil, qui ne serait pas des États religieux, qui seraient des États qui dépasseraient les séparatismes communautaires, religieux, etc. Et là, on est reparti finalement dans les divisions du Moyen-Orient du XXe siècle. Mais la vision sécuritaire israélienne, au-delà de ses frontières, ce qui va être très difficile à faire tenir, on n'a pas parlé des États arabes du Golfe, qui sont l'immense perdant de la guerre avec l'Iran aujourd'hui. Est-ce que le Golfe, est-ce que le Conseil de coopération du Golfe va rester une zone de quarantaine, une espèce de zone tampon implicite entre Israël et l'Iran si on n'arrive pas à domestiquer ce régime iranien ? Question posée, autre question posée quant au rôle d'observateur contraint des Européens vis-à-vis de ce Moyen-Orient. Demain, l'Espagne va demander à l'Union européenne de rompre son accord d'association avec Israël. Il en avait déjà été question lors de la guerre à Gaza menée en réponse aux attaques du 7 octobre. L'Espagne, qui pour l'instant est un peu seule dans cette ligne européenne. Comment expliquer la position européenne sur cette question-là ? Est-ce que vous sentez les Européens enclins, les autres puissances européennes, France notamment, prêts à s'engager là-dessus ? La France, c'était l'acteur qui parlait à tout le monde. C'était ça, je dirais, ce qui la différenciait de... C'est-à-dire que c'était l'acteur qui parlait aux États-Unis, qui était un des poids lourds de l'Union européenne, qui parlait à Israël, mais qui surtout parlait aussi à l'Iran et au Hezbollah. Et donc, qui pouvait faire le go-between entre tout le monde. Alors, sauf que quand vous ne voulez plus parler à l'autre, la France se retrouve sans rôle, en tout cas dans l'immédiat. La parole n'est plus à la diplomatie. Et surtout, si on veut mener... La France s'est fait exclure par l'ambassadeur israélien des discussions, notamment sur le Liban, invoquées par Donald Trump. Oui, et surtout si effectivement on a une diplomatie qui devient une diplomatie régionale, qui se passe au Pakistan, voyez, où là on est en train d'ouvrir un canal très différent. Donc ça pose la question, en fait, est-ce que fondamentalement les Américains en particulier et les Israéliens aussi veulent toujours parler au Hezbollah ou aux Iraniens, ou est-ce qu'ils sont en recherche d'autre chose qu'on n'a pas encore vu, qui n'est pas encore paru? Est-ce qu'ils cherchent à construire de nouveaux équilibres différents? Et donc, est-ce que nous serions là dans un processus qui peut s'éterniser entre guerre et négociation? J'avoue que la question est posée et le flou apparent qu'on voit là, et bon,
qui s'est déjà produit à plusieurs reprises dans l'histoire du Moyen-Orient. En général, ce qu'on voit aujourd'hui n'a jamais mené à une résolution pacifique. Ça a toujours été une transition vers autre chose. Un dernier mot, Dorothée Schmidt, parce que c'est un de vos champs de compétences, la Turquie. Le rôle de la Turquie, elle a proposé sa médiation avant le déclenchement, au moment du déclenchement de l'opération américano-israélienne. Refusée, elle était en retrait, elle revient dans le jeu avec son lien avec le Pakistan notamment. La Turquie, elle fait le lien entre les théâtres parce qu'elle est aussi, elle a été toujours très en pointe sur la question palestinienne, tout en ayant des relations très fortes avec Israël. Mais aujourd'hui, ce qui inquiète tout le monde dans la région, c'est cette opposition latente entre les Turcs et les Israéliens qui se manifeste sur beaucoup de terrains et particulièrement en Syrie. Et les Israéliens sont en train de construire la Turquie comme la prochaine menace. Et les Turcs estiment et passent leur temps à mettre dans toutes les déclarations de tous les groupes diplomatiques auxquels ils participent le fait que Israël est la menace régionale numéro 1. Ce sont deux armées puissantes qui n'ont aucun intérêt à s'affronter, mais des incidents sont possibles. On en a déjà eu dans le passé. Et donc c'est un vrai risque. Oui, je pense que c'est un risque. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir suivre effectivement très sérieusement. L'escalade rhétorique entre Erdogan et Netanyahou ces derniers jours le montre. Voilà, j'interrogeais au début de cette émission les mécanismes, à quel point ils sont bouleversés en 40 jours de guerre. Et bien voilà, une des dernières illustrations. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette discussion, à retrouver en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.